Bienvenue pour cette troisième séance du séminaire Innover en management, qui est co-organisé par le Cercle d'innovation et MLab, qui est une équipe de recherche de DRM, Dauphine Recherche en Management. C'est la 11e année du séminaire. Et on a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dominique Lafont et Laurence Alberti-Orso. Je les laisserai se présenter plus précisément. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui avec eux, c'est qu'on peut faire des expériences de conception innovante ou de créativité, dans le sens plus grand public du terme, même avec des enfants de dernière section de maternelle. Et c'est vrai que moi je connais un petit peu ce qu'ils vont vous raconter. C'est bien de se rappeler qu'à 5 ans, on a déjà un cerveau qui fonctionne super bien. Et on se dit, moi qui enseigne ces choses-là, mais en master, d'ailleurs on a des étudiants du master 1 management de l'innovation, je me dis pourquoi on ne fait pas tout ça plus tôt. La théorie CK, c'est des mathématiques, ça pourrait faire partie du programme du collège ou du lycée. Et puis ces expériences-là, on a l'impression qu'on en parle depuis des décennies, mais alors qu'est-ce qu'on attend? Sauf qu'évidemment, quand on veut généraliser, ça pose d'autres problèmes. Mais peut-être qu'on abordera cette question-là aussi. Voilà, donc je vous laisse la parole. On a jusqu'à 10h30, donc vous avez 1 heure pour nous expliquer tout ça. Et puis ensuite, on aura une discussion collective. C'est à vous. Hier, en répétant, Laurence a pris 1 heure à elle toute seule. Donc, on a de quoi vous parler. Voilà. Je précise, c'est enregistré en audio pour le podcast après. Donc pour les gens qui écouteront sans voir, c'est bien qu'il y ait un petit commentaire, des images et autres, pour que, sans aller jusqu'à l'audio-description, bien évidemment, mais quand même. Voilà, merci beaucoup. Merci Albert. Merci. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis donc actuellement directrice d'école maternelle et je suis en même temps chargée de classe. Donc, j'ai une grande section de maternelle. J'ai intégré l'éducation nationale il y a 18 ans, mais je n'ai pas cette formation puisque j'ai fait le SCP Business School, plutôt la version EAP, et j'ai travaillé 10 ans dans la mode comme cadre. Donc j'ai travaillé avec des gens peut-être que vous connaissez, Kenzo entre autres. Et j'ai été aussi responsable de l'information mode pour le plus grand salon textile Première Vision. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans l'éducation nationale et j'ai travaillé sur ce projet avec Dominique depuis 4 ans. Oui. Donc Dominique Lafont, donc moi je suis fondateur de Kayakinov, qui est un petit cabinet de consultants start-up créé par des vieux, excuse-moi Erwan, qui est le plus jeune. Et moi, mon parcours, c'est un parcours autour de la conception de différentes manières, beaucoup la conception réglée, la gestion de projet. Et puis un jour, j'ai été confronté à un problème, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis des années, c'est qu'il y a des projets où ça se passait pas bien, et quand j'essayais de chercher les invariants, je trouvais une forme d'invariant qui était l'inconnu. Que des projets qui abordaient l'inconnu, avec la conception réglée, ça ne marchait pas. Et donc j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui m'a donné la réponse. Je voudrais le remercier ici. On va commencer par quelques remerciements. Vous allez voir, on le cite, c'est Armand Hatchuel, aux mines, avec tout son travail sur la théorie de l'action collective, la mobilisation des collectifs et évidemment la théorie CK, qui est un résultat particulièrement impressionnant, je trouve, et extrêmement fertile. Et donc, on va vous raconter une histoire. En fait, on a vraiment envie de vous raconter une histoire. C'est une histoire qui est une belle histoire. Je voudrais finir en remerciant Albert et mes partenaires du cercle, puisque Kayak est partenaire du cercle, parce qu'en fait, il y a 3 ans, je crois, à Cargèse, j'ai présenté les premiers résultats de ce qu'on faisait, et j'ai été extrêmement surpris par la surprise que ces résultats
faisait naître chez les chercheurs, les partenaires du cercle. Et la confiance qu'ils nous ont fait, je crois que c'est la 4e fois que je fais une intervention ici, et c'est toujours très, très intéressant. Et la dernière personne que je voudrais remercier, parce que sans elle, ça ne serait pas possible, c'est Laurence, ici. Vous raconter comment tout ça a démarré. Pourquoi ? Parce que pour faire cette expérience, il fallait réussir à rentrer dans une école, dans une classe, et il fallait faire tomber quelques murailles. Voilà. Et grâce à Laurence, ça a été rendu possible. Alors, juste pour commencer, en mathématiques, il y a un des grands génies des mathématiques de tous les temps, mais de ce siècle, qui s'appelle Alexandre Grothendieck, pour lequel j'ai une affection particulière. Et d'ailleurs, je vous recommande de lire son livre Récoltes et semailles, si vous voulez travailler en conception, en innovation. Alors, c'est un livre pour lequel Grothendieck a commencé par faire une préface de 400 pages, et après, il a fait un livre de 1200 ou 1300 pages, donc ça prend un peu de temps. Mais dans ce livre, Grothendieck explique comment lui, il a créé des théories, des objets mathématiques. C'est probablement le cerveau le plus fertile en création de théories et d'objets dans les mathématiques. Et c'était pas un problème solver, comme il le disait lui-même, il ne faisait pas de la résolution de problèmes. Il inventait les problèmes. Et cette citation qui dit « bannir le rêve, c'est bannir la source », elle est extrêmement importante. On l'a vécu, on vous expliquera pourquoi, on l'a encore vécu lundi soir dans le grand amphithéâtre du Louvre avec Barbara Cassin de l'Académie française qui nous a parlé du retour d'Ulysse à Ithaque. Et donc vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Mais finalement le rêve, ces grands textes fondateurs, ces voyages c'est la mythologie d'abord et puis plein d'autres choses ensuite, sont vraiment la source de beaucoup de choses. Voilà, donc on va vous parler de quoi ? Juste un mot, je ne vais pas réitérer les remerciements, mais ils sont vraiment sincères. Voilà. On va vous parler d'abord d'un peu d'histoire, parce que on va vous expliquer pourquoi c'est important. On va vous parler un petit peu de l'école maternelle, parce que c'est une spécificité française, de l'expérience du CK à la maternelle, et puis des résultats, et j'espère qu'on aura des discussions fructueuses. Voilà. Alors, un peu d'histoire. Historiquement, l'organisation de l'école, elle est toujours intimement liée au contexte socio-économique et au contexte politique. Une citation, je te laisse. Il n'y a pas besoin, il suffit de lire. Voilà, il suffit de lire. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand nous, on a fait ce travail, ça fait 4... Oui, il faut mettre la société au service de l'école et non pas l'école au service de la société. Et vous allez voir que dans l'histoire, Gaston Bachelard. En fait, nous, quand on a fait ce travail, on s'est rendu compte, on est imbibé par ce qui nous a frappé dans nos lectures, dans nos études, etc. En fait, voilà, les gens qui auraient pu faire ce qu'on a fait, ou en tout cas on ne se compare pas à eux, mais c'est Bachelard, c'est Paul Valéry, c'est ces gens qui ont eu une vraie réflexion sur ce qu'est l'école par rapport à la société. Donc voilà, une citation qui nous a beaucoup, beaucoup inspiré. Et c'est pareil. Lisons Paul Valéry, lisons Bachelard, etc. Alors, je vais pas vous faire le cours sur l'innovation, les innovations à l'école depuis les Grecs, ce que j'avais fait plusieurs fois au MTI. On va juste remonter au XVIIe siècle avec Jean-Baptiste de La Salle et la création de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes, parce que Jean-Baptiste de La Salle propose une organisation à ce moment-là qui structure l'école et dont on hérite encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, donc cette création, en fait, propose un modèle d'enseignement simultané, et c'est la première fois
Parce que sinon, avant, même s'il y avait des classes, donc des ensembles d'enfants, le maître s'adresse individuellement à son élève. Alors que Jean-Baptiste de La Salle propose un enseignement simultané. À la Restauration, donc 1814, on a fait un saut dans le temps, mais on commence à réfléchir autrement, et il y a un Écossais qui s'appelle Andrew Bell qui a décrit des nouvelles expériences qu'il a remarquées en Inde, qui sont fondées donc sur l'entraide et la coopération entre un enseignant. Et à l'issue de ces travaux de recherche, il y a une nouvelle école qui va apparaître en France, qui s'appelle l'école mutuelle, qui est un modèle d'enseignement mutuel. Alors Dominique va vous donner les détails de ces deux systèmes. L'école mutuelle, on n'en a pas beaucoup idée, mais c'était un modèle qui a été très important, en fait. Vous vous expliquer pourquoi c'est mort. Alors, en fait, donc l'école de Jean-Baptiste de La Salle, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler le dominant design de l'école, y compris encore aujourd'hui. Avec nous, on est allé regarder des choses incroyables. La description de la salle de classe, la hauteur de l'estrade. On a d'ailleurs fait une expérience lors d'un cours au MTI à l'école des mines, à la maison des mines. On a mesuré la hauteur de l'estrade et on a constaté qu'elle correspondait au centimètre près à la description qu'il y avait dans les textes de Jean-Baptiste de La Salle. Voilà, 67,5 cm. Voilà. Vous pourrez aller mesurer. Voilà. Et donc cette école, elle a des caractéristiques. C'est un enseignement simultané, un enseignement essentiellement descendant, un enseignement qui a... là, l'école est vraiment faite pour former de la chair à canon, des agriculteurs, on forme pour la société. Bon, évidemment, il faut être aussi bien pensant, c'est mieux. Mais le parcours de l'élève, il est individuel, il y a une organisation très stricte, il y a même une volonté que l'école soit un endroit où il y a une forme d'inconfort, les bancs, les assises. On est là pour apprendre, et apprendre, ça demande une rigueur du corps, de l'esprit, etc. Discipline, silence, on peut pas, les enfants ne parlent pas. Et puis, il faut comprendre qu'à cette époque, l'Église a un énorme, pas pouvoir, mais à structurer le territoire. Il y a des diocèses, il y a une organisation géographique du territoire qui est beaucoup moins présente dans ce qu'on pourrait appeler la société civile, quoi. Ça viendra après, les départements, etc., la notion de commune, c'est beaucoup moins structuré. Et donc, ils ont aussi des méthodes de travail. Et donc, par exemple, ils mettent en place dans cette école des registres, donc le registre des élèves, le registre, donc le registre du cahier d'appel qui existe encore aujourd'hui, mais il y a le registre des punitions, le registre des récompenses, le registre des échanges avec l'administration, le registre des échanges avec les parents, et il y en a un certain nombre qui existent encore aujourd'hui dans les classes, qui sont obligatoires. Laurence m'expliquait que ce matin, une grand-mère est venue la voir hier pour lui demander de retrouver des traces de sa petite fille qui avait été à l'école en 2002 ou 2004. Alors, elle m'avait dit 2002, mais j'ai cherché, donc donc je suis allée chercher dans les archives les registres qui sont écrits à la main, ça fait partie des obligations du directeur. Et donc j'ai retrouvé cet enfant qui a été scolarisé entre janvier 2004 et mars 2004. Voilà. En fait, ces registres-là, ils existent encore maintenant, et ils ont été construits sur les registres, sur le système des registres paroissiaux. Et voilà, c'est un fonctionnement qui est bien organisé. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces registres ça s'appelle aussi des rôles.
Et en fait, c'est de là que vient le mot contrôle, contre-rôle, qui était en fait la façon d'avoir un registre de référence et d'avoir éventuellement un autre registre et de comparer la conformité entre les deux. C'est pour ça qu'on a ça sur l'état civil, etc. Mais c'est vraiment piloté par les églises. Et apparaît alors, il y a la Révolution, donc il se passe plein de choses à la Révolution. Une chose importante aussi que Jean-Baptiste de La Salle crée, c'est la formation des maîtres. Oui, ça c'est... Parce que jusque-là, les écoles, elles sont dirigées et les cours sont faits par les érudits des villes et villages. Mais là, il y a la structuration de la formation des maîtres. C'est le début de ça. La Révolution va faire évoluer beaucoup de choses. Donc, évidemment, on a des textes de Condorcet. Mais apparaît donc à la Restauration un système qui s'appelle l'école mutuelle. Alors, l'école mutuelle, c'est un système qui est totalement... qui est à la fois passionnant et assez déroutant par rapport au registre des écoles chrétiennes. Parce que l'école mutuelle, le principe, c'est d'être dans un enseignement dit mutuel. C'est-à-dire, on casse finalement cette forme d'enseignement descendant. Il va y avoir un enseignement en réseau, avec des groupes d'élèves. Enfin, c'est extrêmement surprenant. Il y a des gens très connus qui ont milité pour l'école mutuelle, notamment, par exemple, les frères Champollion. Les frères Champollion ont créé des écoles mutuelles. Donc, en fait, là, on peut avoir un groupe d'élèves qui va jusqu'à plusieurs centaines. Ce qui est quand même intéressant parce qu'on parle des effectifs dans la classe, c'est une vraie donnée, mais dans une école mutuelle, en fait, en gros, là, la salle de classe, c'est une grande salle, un hangar, etc. Et les textes parlent de jusqu'à 500 élèves dans la classe. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les élèves vont être classés par niveau, selon des disciplines, et l'enseignant qui est tout seul, va travailler et déléguer l'enseignement à des élèves qui vont enseigner à d'autres élèves. Et donc il y a une organisation de la salle qui est totalement différente. Il y a des tableaux un peu partout sur les murs de côté. On dote les élèves d'ardoises pour qu'ils puissent écrire des réponses, etc. Enfin, donc c'est un enseignement dont on dit, les gens qui l'ont étudié disent que c'est un enseignement qui permettait aux enfants d'apprendre à lire et à écrire en 18 mois au lieu de 4 ans, par exemple. Donc il y avait une véritable efficacité, il y avait une émulation, il y avait du travail de groupe, et les élèves progressaient. Quand ils avaient acquis une connaissance, ils progressaient, et à un moment donné, ils pouvaient acquérir ce statut de tuteur. C'est une école où il n'y a pas beaucoup de traces écrites, c'est très bruyant. Voilà. Donc l'école mutuelle, elle va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette école, elle a un gros travers, c'est qu'elle a formé des gens qui sont des gens un peu subversifs. Voilà. Historiquement, les gens comme Louise Michel, etc., sont passés dans ces fameuses écoles mutuelles qui représentent à peu près 5% des écoles à l'époque. Mais bon, là, les choses vont être reprises en main, et reprises en main par... le ministère de l'Éducation, de l'enseignement public, etc. Parce qu'on revient au fait que l'école, elle a quand même pour objectif de former un individu qui doit être au service d'un système social. Voilà, c'est ça la base. Et voilà, donc l'école mutuelle est morte, elle a disparu. Donc c'est un des deux modèles dont on voulait vous parler. Et on a hérité effectivement de l'école des chrétiennes, enfin de Jean-Baptiste de La Salle, avec... beaucoup plus de contrôle. Voilà, on va résumer ça comme ça. C'est beaucoup plus facile à contrôler que l'école mutuelle. Alors, après, on voulait vous parler de l'école maternelle parce que c'est quand même une spécificité française. Il y a des prémices dès 1769 où il y a un pasteur, le pasteur Oberlin en Alsace, qui propose les poêles à tricoter, qui sont en fait des salles d'accueil pour les enfants en bas âge, pour permettre aux mères de travailler. Parce que voilà, les mères commencent à se mettre au travail, et ce pasteur constate que les enfants, les petits-enfants sont seuls, donc... il organise
cette garderie, on va dire. Parce qu'il y a des premières choses qui sont enseignées, le tricot entre autres, mais bon voilà, c'est pas tout à fait une école. Et puis, à partir de 1826, il y a ce qu'on appelle les premières salles d'asile, donc vraiment pour accueillir les enfants là jusqu'à 150 enfants. Et 10 ans plus tard, le ministère de l'Instruction publique l'accapare puisque ces salles d'asile sont placées sous la tutelle de ce ministère. Et puis, dès 1881, il y a une inspectrice générale des écoles maternelles et qui fait évoluer donc les salles d'asile en écoles maternelles. Alors, juste pour lire la petite citation de Pauline Kergomar, elle dit « Laissez-vous convaincre, c'est en faisant méthodiquement et sans défaillance l'éducation de la liberté que vous élèverez des êtres libres. » Donc il y a quand même cette vocation à l'émancipation et à la liberté. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, c'est assez rare de voir des femmes à cette époque être impliquées dans la réflexion sur le système éducatif. Et donc, Pauline Kergomar est vraiment une précurseuse. Non, mais c'est quoi le terme? C'est la transitionnalité pour une sortie progressive. Bon, voilà. Effectivement, parce que cette école maternelle, au départ, en fait, elle recrute que des femmes. Les écoles normales ne recrutent que des femmes, des institutrices pour la maternelle, et elles sont formées uniquement pour cette école. Il y a les premiers programmes, il y a les premières inspections, puisqu'il y a des inspecteurs des écoles maternelles. Et puis après, là, si on fait un petit saut dans le temps, en 1975, tout enfant de moins de 5 ans a le droit d'être accueilli dans une école maternelle. Mais tout ça, il n'y a pas d'obligation scolaire sur l'école maternelle jusque-là. Et puis là, on change de paradigme en 2019 avec la loi Blanquer. L'accueil de tous les enfants à partir de 3 ans est obligatoire. Donc l'école est obligatoire à partir de 3 ans. C'est encore difficile à rentrer dans les esprits, les parents. Pour les parents qui scolarisent leurs enfants, c'est parfois un peu flou. En 2020, on a des publications de nouveaux programmes qui sont revus en 2021 et 2022, qui sont organisés autour de 5 domaines d'apprentissage. Donc le langage oral et langage écrit, les premiers outils mathématiques, parce que c'est là où on commence à parler de la construction du nombre, exploration du monde avec le temps, l'espace, et puis d'autres approches un peu sur la biologie, etc. L'activité physique et puis les activités artistiques. Alors, pourquoi on a employé le mot paradigme? En fait, on est un peu dans le paradigme tel que Thomas Kuhn le décrit. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a une vraie rupture, il se passe quelque chose. Le fait que l'école soit obligatoire à 3 ans, c'est une obligation d'assiduité, ça transforme les choses, et ça fait passer l'école maternelle de, entre guillemets, une forme de garderie où on peut apprendre, etc., à un vrai espace d'enseignement. Et donc l'école maternelle, c'est le premier lieu structuré où les enfants vont accéder à de la connaissance. Alors ça va changer radicalement les choses, mais vous allez voir que c'est assez intéressant parce que des fois on voit une petite décision, c'est pas une petite décision. En fait, c'est une décision qui, au départ, on peut considérer que cette décision, elle change pas, elle bouscule pas le monde, puisque vous voyez, on vous montre ici que, en gros, 99%, presque 100% des élèves
allaient à l'école maternelle avant cette décision. D'accord ? Donc ça n'a pas amené un afflux d'élèves supplémentaires, il y en a eu un petit peu, mais c'est vraiment l'épaisseur du trait. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde ce que les enfants ont fait avant de rentrer à l'école maternelle, ben on constate que pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire 80% d'entre eux, ils ont été dans un mode de garde familial, proche famille, grands-parents, assistante maternelle, nounou comme on disait, mais très peu ont été dans un mode où il y a du collectif. En fait, le mode collectif, le mode de garde collectif, c'est les crèches, c'est donc les accueils de la petite enfance qui donc sont accessibles aux enfants entre 3 mois et 3 ans, mais pour lesquels d'ailleurs la couverture, ici on est dans un département où il y a à peu près 50% des enfants qui peuvent accéder à une crèche, et c'est un des départements les plus riches de France, mais dans d'autres départements on est à 10, 15, 20% de modalités d'accueil. Donc en fait, l'école maternelle, de fait, c'est le premier lieu de socialisation hors famille. C'est-à-dire que les enfants vont se retrouver dans un groupe, vont se retrouver avec des collègues, voilà, vont discuter, vont se comparer. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est pour eux quasiment le premier lieu d'action collective. Et ça, vous allez voir que c'est très important pour la suite. Je vais lire la citation. « Un enfant heureux, c'est un enfant qui est à la fois sécurisé et dynamisé. Il ne peut pas être heureux tout le temps, mais s'il l'est, c'est qu'il a été sécurisé et donc désangoissé. » Boris Cyrulnik. Alors, cette école maternelle, quand on la regarde, moi je la découvre parce que moi j'ai jamais été en école maternelle. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. On se rend compte qu'elle a hérité de plein de choses qui viennent de ce dominant design, enfin de ces transmissions qui viennent des écoles chrétiennes. Elle est, même si elle n'était pas obligatoire et qu'elle le devient, elle vise vraiment au fait que ce collectif se constitue. Elle a quand même moins de contraintes que l'école élémentaire. Voilà, il y a moins de contraintes, même si on pourrait vous donner à lire les programmes. Enfin, moi, j'ai découvert avec stupéfaction les programmes de l'école maternelle. Voilà, il y a des programmes, les choses sont précisées, il faut faire ça, il faut faire ci. Les attendus, voilà, et il y a des compétences à travailler. Il y a des évaluations, enfin voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'école maternelle, elle est un peu moins sous contrainte, et notamment, y compris dans l'organisation de l'espace. Et en école maternelle, il y a une chose qui m'avait beaucoup étonné, c'est qu'il y a un endroit qui s'appelle le regroupement. Donc comment ça se passe ? Les enfants arrivent le matin, il y a des bancs devant le tableau, voilà, et ils sont assis et ils sont en regroupement. Bon. Au début, c'était bon. Ce qui m'avait un peu étonné, c'est les bancs. Les bancs, c'est quand même pas très confortable, mais c'est hérité. Voilà. Et ce lieu, en fait, est un lieu absolument fabuleux parce que c'est l'agora. C'est l'agora. Cette agora qui n'existe pas dans les autres, dès que vous êtes à l'école élémentaire, etc. À l'école élémentaire, vous êtes derrière un bureau, vous êtes scotché derrière votre bureau, là, votre pupitre. Les pupitres, vous vous souvenez des pupitres d'antan, où tout était solidaire. Là, il fallait mettre ses jambes, et puis une fois qu'on était installé, on ne pouvait pas trop bouger. Là, il y a quelque chose de très, très particulier. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des degrés de liberté à l'école maternelle. Des degrés de liberté qui sont liés à deux choses. D'abord, le fait qu'elle est peut-être qu'elle n'est pas obligatoire depuis très longtemps, donc elle n'a pas encore été processée, je dirais pas bureaucratisée, parce que je pense que ça c'est déjà fait, mais voilà, il y a des degrés de liberté, et qui sont à la fois des degrés de liberté dans l'aménagement, et y compris dans la façon d'aborder les choses avec les enfants. Et puis le public, parce qu'on a quand même des enfants, on accueille des enfants à partir de 2 ans, donc voilà.
Alors, il y a quelques années, j'avais fait un travail avec des parents d'élèves, c'est juste pour vous le montrer, parce que les parents d'élèves ont parfois beaucoup tendance à dire il y a qu'à Faucon, l'école ceci, l'école cela, et puis truc et machin. Puis un jour, j'avais pris un groupe de parents d'élèves, une cinquantaine de parents d'élèves, et pendant un samedi matin, j'ai dit écoutez, on va essayer de travailler sur un sujet qui est l'écosystème de l'école. Dire mais c'est quoi l'école? Bon. Voilà, et ça c'est le résultat d'une matinée de travail. Donc vous voyez que on a l'enseignant, on a le directeur, on a l'élève, et puis il y a plein de choses autour qui sont les programmes, évidemment les influences extérieures sur des grands principes, laïcité, le vivre ensemble, et puis énormément d'acteurs. Donc en fait c'est très compliqué, extrêmement compliqué, et donc cet écosystème, il est complexe, et on verra d'ailleurs dans notre conclusion que cette complexité fait que c'est difficile de faire bouger les lignes. Juste un mot sur la fonction du directeur. En fait, il est un peu chef d'orchestre de tous ces acteurs qui sont autour pour l'élève. Après, avec des cadres. Alors, on va maintenant aller dans le CK à la maternelle. L'histoire, elle est importante parce qu'elle montre tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a à faire bouger aussi, si on veut faire évoluer. Soyons réalistes, demandons l'impossible. C'est un peu ça nous, on a eu envie de faire. Accessoirement, c'est une citation de Che Guevara. Voilà. Au mois de juin, on a présenté on a présenté ces résultats à Cerisy, au colloque de Cerisy, qui était autour de l'action, autour d'Armand Hatchel et autour de la théorie de l'action collective. Et on avait fait une exposition aussi, donc on vous a amené quelques éléments que vous pourrez regarder. On n'a pas pu tout amener, parce que déjà dans le métro, on avait l'air de SDF qui cherchait à venir se loger à Dauphine. Et Armand nous a beaucoup inspiré, beaucoup aidé, il s'est beaucoup intéressé. Lors d'une de nos expérimentations, vous verrez, on a fait des choses qui sont un peu incroyables. On a amené les élèves de l'école maternelle au musée de minéralogie des mines. Et les élèves ont discuté avec le conservateur. Armand était là. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu Armand étonné, presque ému par ce qui se passait, quand il a vu l'échange absolument incroyable entre ces élèves d'école maternelle avec qui on avait travaillé, à partir du petit poussé sur les minéraux, et le conservateur de l'école des mines. Et, par exemple, quand il leur montre un cristal, il leur dit c'est quoi ça? Alors il y en a qui disent c'est un cristal, c'est voilà. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est des molécules, des atomes et du rien. Et là un autre élève dit mais non, c'est pas du rien, c'est du vide. Et là la tête du conservateur Didier Lectoux que certains connaissent, et la tête d'Armand, c'est rien que ça, c'était un spectacle qui fait que 3 ans de travail. Rien que pour voir la tête d'Armand comme ça, moi ça me fait super plaisir. Et Armand nous a délivré des choses, et il a prononcé une phrase extraordinaire. Il a dit si vous voulez apprendre vite, naturellement, avec curiosité, il faut se mettre en situation d'invention et se confronter volontairement à l'inconnu. Mais ça résume, Armand est Armand, c'est-à-dire on ne sait pas comment il fait, mais ça résume ce qu'on a fait pendant 4 ans. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, on vous mettra la présentation à disposition. Vous ne faites pas de soucis. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'arrive à... Voilà. La genèse du projet. Alors, la genèse du projet, c'est un truc extrêmement bizarre. Ça commence ici, là. Ça commence ici, le jour où Albert et le Cercle m'avaient demandé de faire quelque chose autour de la créativité, le CK et l'œuvre de Jean-Michel Basquiat. Voilà, ça commence par ça. Cette conférence, elle est enregistrée, elle aura plein de conséquences hallucinantes. Et une des conséquences, c'est que je vais trouver, alors que dans la ville où je suis élu à l'éducation, trouver une directrice d'école qui m'interpelle sur mes... J'ai repéré ça, j'ai écouté ça, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en parler? Donc voilà. Donc je rencontre
Laurence, avec qui par ailleurs j'avais monté des projets sur la citoyenneté, sur la restauration, sur plein de choses. C'est avec Laurence que pour la première fois j'ai pu emmener des enfants, enfin j'ai demandé à Laurence d'amener des enfants de tout le groupe scolaire à des commissions des menus pour parler de restauration collective, alors que tout le monde me disait oh non, les enfants ils n'ont rien à dire et puis c'est pas pour ça. Sauf que les enfants ce sont les utilisateurs de la cantine, et ils y mangent. Et donc on s'est rencontrés, on a discuté et c'est vraiment un court-circuit. Donc Michel Serres, pour lequel j'ai une grande affection, dit le disparate a des vertus que la raison ne connaît pas, l'invention naît parfois du mélange des genres et des courts-circuits. Donc en fait, le travail, c'est un court-circuit. Une rencontre, un court-circuit. Et on dit, on va y aller. Et en fait, ce qui nous a aidé, entre guillemets, paradoxalement, c'est la crise Covid, où finalement, on a trouvé un peu de temps pour, en distance, échanger, discuter et se dire, on va y aller, on va attaquer. Et je suis désolé parce que... Je voudrais dire quelque chose, Je suis désolé parce que vous avez peut-être repéré que la chouette c'est Laurence et que la couronne c'est moi. Un hommage à Jean-Michel Basquiat et je viens de piquer l'intervention de Laurence. Donc je vais lui en céder une autre. Donc, non, je vais juste dire que j'ai pris la direction d'une école à Fontenay-aux-Roses au pied levé. J'avais déjà un CP-CE1 double niveau et donc voilà, la directrice est partie, j'ai pris cette direction au pied levé et c'est là que j'ai rencontré Dominique qui était l'élu au scolaire et c'est là qu'on a commencé à faire des projets. Et puis après, dans l'organisation de l'éducation nationale, j'ai dû changer d'école 2 fois et puis j'ai eu un poste définitif à l'école maternelle dans une autre commune, donc à Sceaux, au Blagy. Et entre-temps, le Covid est passé par là, donc ça un peu rebattu les cartes. Et l'idée, moi j'ai une idée qui me trotte en tête depuis le début du CK, c'est faisons du CK avec les gamins. Mais en fait au début, jamais j'aurais pensé faire du CK avec des gamins de maternelle. Voilà. C'est pas possible, ils sont trop petits. Le contexte, c'est donc l'école maternelle. L'école, c'est un groupe scolaire. La maternelle est indépendante. Donc c'est l'école des Blagy à Sceaux. C'est une école un peu particulière dans cette commune puisqu'elle se caractérise par une vraie diversité culturelle et sociale. C'est-à-dire que j'accueille des enfants qui arrivent d'Éthiopie ou qui ne parlent pas français. Et en même temps, je suis avec... des enfants de chefs de service des hôpitaux alentours, qui ont des grandes maisons autour du parc. C'est un choix pour ces familles de rester là, et puis une grande diversité culturelle parce qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les enfants ont des origines, de tous les continents. Voilà, vraiment tous les continents. Donc, c'est un peu la diversité dont tout le monde parle. La diversité rêvée, elle existe. Voilà. Donc le projet démarre avec ma classe, 24 enfants qui ont 5 ans et qui donc ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils sont sur le point 2, ils sont très motivés, mais on n'est pas dans les apprentissages systématisés du CP. Donc voilà, on a la possibilité de faire autrement. On commence la première année, on a commencé avec un groupe qui avait quand même subi le confinement, le premier long confinement, et puis le deuxième en octobre-novembre, un deuxième confinement. Donc, et encore une semaine, un petit confinement ensuite, encore non je ne sais plus, là, parce que j'étais moi-même confinée dans un plâtre, donc voilà. Mais disons que c'est des enfants qui avaient un rapport à l'école qui était un peu différent des autres qui vont suivre. Hein. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de se lancer dans un projet différent avec le CK. Voilà. Juste pour compléter sur la diversité, une anecdote, parce qu'on a... Enfin, c'est... Ce qu'on a fait, ce qu'on continue à faire, c'est tellement génial que...
souvent je dis remboursé par la sécurité sociale, quoi. Enfin, moi, j'ai pas besoin de sécu. Je suis remboursé tous les jours quand je vais à l'école. Un jour, on fait un atelier, tout ça, et puis il faut savoir qu'on n'a pas le droit de demander aux enfants leur profession de leurs parents maintenant. Voilà. Bon, alors il y avait des enfants là qui étaient dans le groupe que je suivais, et puis il y en a un hyper futé, mais alors franchement c'est impressionnant, mais d'un milieu extrêmement modeste, quoi. Et je lui dis, mais que font tes parents? Et alors il me dit, ma maman elle travaille pas et mon papa il est pâtissier. Et dans le même groupe, il y a une petite jeune fille blonde avec des couettes, enfin vraiment. Oui, on est dans la diversité. Voilà, et qui dit, trop de la chance, moi mes parents ils sont médecins. Voilà. Et là, voilà, on se rend compte qu'on est. Voilà, et il y a plein d'histoires. On peut. D'ailleurs, on est en train d'écrire un livre, mais on peut raconter des centaines d'histoires sur ce. Parce que ça se fait au quotidien. Donc, la première année, on a. Ah oui, pardon, je suis désolé, Laurence, mais on a oublié quand même un truc très important dans le système éducatif, c'est que toutes les études montrent qu'un enfant qui rentre à l'école maternelle aujourd'hui, pour entre 65 et 80% d'entre eux, selon les études, exercera un métier qui n'existe pas encore. C'est quand même une donnée qui nécessite qu'on se creuse un peu les méninges. Ou qu'on fasse autrement, parce que là... donc on est sur la... Je vais commencer par aujourd'hui. On est sur la 4e expérience. On a commencé quelques mois avec le départ et puis la conception de la méthodologie. Et on est parti d'un point de vue que moi je maîtrisais, parce que Dominique était hyper enthousiaste. Moi, je suis quand même responsable de ce que je dois transmettre aux enfants. Donc voilà. On est parti de la réécriture d'un conte, et un conte très connu, très apprécié, bien maîtrisé par les enfants, Les Trois Petits Cochons. Voilà. L'année suivante, on a trouvé que ce conte était un peu léger. On s'est dit qu'on allait passer à la vitesse supérieure avec le Petit Pousset. Parce que le Petit Pousset, c'est en maternelle, ça devient... On a quand même des problématiques importantes qui ont été vraiment dépassées. Et les enfants ont été en capacité d'inventer... non seulement des nouvelles histoires, mais aussi des nouvelles formes pour ce conte. Et on va vous montrer ces propositions. L'année dernière, on a eu la dernière cohorte qui a souffert du Covid. C'était les enfants qui avaient 18 mois. Vous savez, c'est le moment où ils mettent les 2 doigts dans la prise, on leur dit non, et ils vous regardent et ils continuent. Et en fait, ces enfants, ils ont vécu le confinement à ce moment-là. Et les parents ont un peu lâché l'affaire. Donc c'était des enfants, c'était une cohorte très difficile, sans limite, on va dire. Et on a relevé le défi de sauvons la planète. Donc on n'est pas parti d'un conte, on est parti d'une problématique sociétale, on va dire. Et cette année, on est revenu à la littérature avec un texte fondateur qui a été offert au CM2 l'an dernier pour finaliser leur scolarité élémentaire. Donc Ulysse et son Odyssée. Et citation de Barbara Cassin, donc Ulysse m'a appris à me sentir chez moi partout. Et en fait, au travers de notre expérience, on va vraiment voir que les enfants vont se sentir bien partout, y compris dans tous les domaines de la connaissance, culturelle, scientifique, même philosophique. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Alors, évidemment, il fallait qu'il y ait du CK là-dedans, quoi. C'est ça que moi je voulais creuser. J'étais d'ailleurs très surpris par l'accueil de la communauté CK. On a présenté cette expérience au SIG de la Design Society l'an dernier, il y a 2 ans. Et l'an dernier, on a quand même eu 2h30. On avait 20 minutes pour présenter, ça a duré 2h30 avec
Armand, un Pascal public Lemasson, exceptionnel. Benoît Veil, etc. Et on a discuté, on nous a challengé, etc. Vraiment, c'était très, très intéressant. Donc, en fait, le CK, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît ici, et Erwan, tu transmettras à ta maman les fondements de la théorie CK. Non, le CK, c'est en gros, c'est dire... Hein? Ah oui. Oh. Donc tout le monde sait ce que c'est, mais ce qui est fabuleux dans la théorie CK, c'est ça, c'est le fait de dire on marche sur deux pattes, quoi. On marche sur la connaissance et on marche sur l'imagination, et donc voilà. Et donc une des choses qu'on a cherché à regarder, notamment la première année, c'est comment on peut arriver à utiliser. Alors on va pas faire un cours sur le forcing, sur aux enfants, mais quoique, comment on peut leur transmettre des choses et comment on peut avoir un travail sur la théorie de la conception avec eux. Donc une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est dit on va partir d'une approche de type donc de la démarche DKCP, bien connue, je pense, de certains étudiants qui sont ici, donc il y a en fait une démarche qui processe l'utilisation du CK, donc avec une phase où on va définir ce qu'on a envie de faire, une phase où on va aller creuser de la connaissance, quoi. Ensuite, on va basculer en créativité, en concept, et puis on va revenir en connaissance. Enfin, et ce qui est fabuleux dans cette démarche, c'est d'abord que ça, je pense que ça rend plutôt intelligent, voilà, en général, ça rend plutôt intelligent. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, c'est hyper ludique, quoi, c'est hyper intéressant. Et donc, on a commencé à adapter la démarche, et puis on s'est trouvé à réfléchir à comment on peut avoir des outils qui permettent de passer par exemple, de la connaissance à la créativité, d'approfondir la connaissance. Alors on a développé un certain nombre d'outils, des opérateurs, et donc on a développé deux opérateurs de base. Le premier c'est le SI. Voilà. Alors le SI c'est par exemple on fait un travail sur le loup. C'est intéressant le travail sur le loup parce qu'en fait le loup, les enfants ils se rendent compte que le loup il n'est pas comme dans les dessins animés, quoi. Il n'est pas du tout comme ça, le loup, en fait. Mais le loup, il est méchant. Voilà. Non, il n'est pas méchant. Donc, et si le loup n'était pas méchant, vous verrez le résultat que ça va donner. Donc, c'est des opérateurs qui cassent un petit peu des dominant thinking. Voilà. Et le deuxième opérateur qu'on a utilisé, alors ça, on ne l'a pas utilisé la première année, mais on l'a mis en œuvre la deuxième année, c'est le point d'interrogation. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, les enfants, notamment là, on n'a pas pu vous amener tout un travail qu'ils ont fait sur vivant, non vivant, pour sauver la planète. À un moment donné, ils se sont posés la question de savoir si le feu, c'était vivant. Voilà. Alors, est-ce que c'est vivant, le feu? Alors, c'est vrai que ça a l'air vivant, le feu, ça bouge, voilà. Ça bouge, ça se la reproduit, psychanalyse du feu, quoi. Enfin, bon, ça consomme. Voilà, c'est intéressant. Mais bon, on leur a dit, vous venez de vous poser une question, donc le point d'interrogation, il faut aller chercher de la connaissance, il faut approfondir, et il faut trouver la réponse. Donc, et alors, ça pose la question d'une forme de définition de ce qui est vivant. Vivant, ça naît, ça meurt, ça se reproduit, ça se nourrit, ça machin. Bon. Voilà. Donc voilà, on a adapté cette démarche et puis après on s'est dit on va la mettre en œuvre. Et donc la première année c'est sur quelques mois à cause du Covid. Et ensuite... c'est Laurence parce que c'est la chouette. C'est moi parce que sinon je vais prendre la parole. En fait, non, ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé tout doucement, juste avec des ateliers de connaissances d'1h30 dans la semaine. Mais bon, on est 24 heures avec les enfants. Et au fur et à mesure du temps, le projet a pris de plus en plus de place dans les apprentissages et j'ai construit les apprentissages en fonction du projet. Voilà. On a même, alors en même temps, on a constaté une évolution du groupe, puisqu'il y a énormément de travail en groupe. Il y a la constitution du groupe au départ, le partage du projet,
L'endroit, l'agora, le regroupement fait qu'il y a énormément de friction, il y a des discussions, il y a des questions. Tout ça, ça constitue le groupe. La méthode, elle devient partagée. Et puis ensuite, dans cette agora, chacun prend sa place. Et il y a une constitution d'une mini-société savante parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont passionnés par un sujet et qui sont hyper pointus sur leurs questions. Voilà. Après, on a aussi, sur cette première expérimentation, on a aussi essayé de varier les modes d'enseignement en individuel, en petits groupes, donc en grand groupe classe. On a fait évoluer l'espace en mettant les tables, les chaises en groupe, puis aussi après en organisation spatiale élémentaire. On a travaillé à l'intérieur de l'école, à l'extérieur, parce qu'on a la chance d'avoir un beau jardin. On a travaillé dans l'école, on a fait des sorties dans le quartier, dans les musées, etc. Et puis, debout, assis, en marchant, on a varié tous ces modes de transmission. Voilà. Juste, Laurence, c'est quoi les nombres sur le graphique ? Alors, c'est le nombre d'heures consacrées. En orange, c'est la pédagogie traditionnelle. Ouais. Et on voit la montée en puissance du CK qui, d'une certaine manière, devient une nouvelle approche pédagogique dans l'expérience. On n'a pas le... Ah si. Si. Bon. Oui, c'est le nombre d'heures. Voilà, c'est le nombre d'heures. Il y a 24 sur 24 heures d'enseignement. Voilà. Bon, il y a les récrés en moins, mais... Ouais. Pendant les récréations, on a constaté des phénomènes un peu étranges où les enfants de la classe sortent tous ensemble, ils se mettent en rond tous ensemble et ils se mettent à sauter, crier tous ensemble. Bon, voilà. Non, mais il y a un esprit de groupe qui se construit, mais incroyable, quoi. Et moi, j'ai assisté à ça. Je me dis, oh là. Et cette année, là, bon, Laurence a commencé le travail préliminaire, mais moi, j'ai un projet. Je pense qu'on va leur apprendre un haka. Et ils vont faire un haka tous les matins avant de rentrer à l'école. Il faut lire. Ouais. Alors, on n'a pas pu éviter de mettre une citation de Mary Parker Follett parce que elle a beaucoup travaillé sur des sujets comparables. Hein, Mary Parker Follett dans les années 1870, 80, 90 à Boston. Et cette citation, elle est absolument merveilleuse parce que je pense que si on nous parle, on a eu beaucoup de discussions avec l'éducation nationale, on vous en parlera peut-être dans les questions, mais on est une pédagogie de la friction. Il faut se frotter, quoi. Et ils se frottent en regroupement. Alors, là aussi, on nous dit, moi on m'avait dit, oh là là, pas plus de 10 minutes. Enfin, Laurence y compris. M'avait dit, moi je suis formée pour ça. On m'a dit pas plus de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ils peuvent plus, voilà. Et on leur a fait des fois 1h30 d'exposé sur des trucs délirants, quoi. Jusqu'à la théorie de la courbure de l'espace-temps, la relativité, les fractales, les mômes, ils sont comme des fous, quoi. Ils sont comme des fous, quoi. Ils participent, ils posent des questions. Bon, voilà, donc j'ai constaté. Mais c'est vraiment une friction permanente entre eux, avec les intervenants, avec les objets qui touchent. C'est une friction avec le monde. Hein. Donc tout polissage résulte d'un frottement. La musique du violon provient d'un frottement. Nous avons quitté l'état sauvage quand nous avons découvert le feu par friction. La friction de l'esprit sur l'esprit est une bonne chose. À la limite, le résumé de tout ce qu'on a fait, c'est effectivement, c'est la friction. Alors, pour vous donner une idée de l'organisation de ce premier projet, en fait, on est parti avec des poches de connaissances du conte, donc les trois petits cochons, la structure du conte, parce qu'il y a une structure littéraire de la forme du conte, avec les moments clés, les éléments perturbateurs. Les personnages, on a essayé d'étudier les personnages, leurs caractéristiques, on a travaillé le vocabulaire, parce qu'il y a du vocabulaire de construction, etc. Et puis, avec ces discussions, au fur et à mesure, on a ouvert d'autres poches de connaissances, les matériaux.
Donc j'ai apporté... Alors il y a beaucoup de manipulation. C'est clair que j'ai apporté de la paille, j'ai apporté des briques, j'ai apporté du bois. Et ils ont travaillé leur propriété. Alors c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont mis à sentir. Pour eux, c'était une propriété, sentir les matériaux. Parce que nous, on pensait que ça serait la solidité, la dureté. Oui, etc. Nous, on a vu ça d'un point de vue adulte. Eux, ils ont pris... la paille, ça sentait le miel. Le bois, non. Enfin, voilà. On a travaillé la construction, on a regardé des films pour savoir comment se fabriquaient les briques, etc. Et puis, on leur a fait faire des petites maisons. Ils ont construit des maisons en briques. Ils ont construit des maisons en paille avec des pailles Lego. Voilà. Alors, c'est pas très droit, hein. Ça dépasse. Mais voilà. Donc, toujours à beaucoup de manipulation à côté de toute cette connaissance conceptuelle. Et puis, les enfants ont commencé à s'ouvrir et à faire part de leur expertise. Voilà, une petite fille qui nous parle, qui sait ce que c'est que du ciment, du mortier, qui sait la différence entre clous et vis. Voilà. Au fur et à mesure, on ouvre des portes, on ouvre des questions et on va faire des leçons sur le vide, la chute des corps, la gravitation, le système scolaire. Et c'est là qu'on est en capacité de faire un cours pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ils ont tellement envie d'apprendre que voilà, ils sont calmes, ils attendent ces leçons. Ouais, vu comme ça peut paraître dire pourquoi la gravitation. Juste vous raconter l'anecdote, c'est qu'il y a une discussion dans le groupe. Pourquoi le loup tombe dans la cheminée? Et là, il y a 2 mômes qui disent c'est la gravité. Donc là, vous les regardez. Et les autres les regardent, les autres les regardent que c'est bizarrement, mais nous aussi, parce que moi je suis extrêmement étonné de voir des mômes de 5 ans et ça vous intéresse? Ouais. Et alors on y va, et donc on leur montre, alors on y va, et on arrête d'être bridé par les trucs. On nous dit, il faut le montrer, pas des trucs pas trop compliqués. Nous, on leur a montré des films du CNRS, du machin. C'est pas qu'on nous dit, c'est que il est inscrit dans les programmes que c'est pas nécessaire d'aborder la gravité en maternelle. Donc on leur montre un film. C'est écrit en toutes lettres. Donc on leur montre un film sur on est allé un peu au-delà. La chute des corps, donc un film extraordinaire où il y a une expérience dans une grande tour dans laquelle le vide est fait, et puis la plume tombe, la boule de bowling tombe, etc. Alors, ce qui est absolument génial, là, c'est que c'est ça, vraiment, là, on fait des trucs où on se fait plaisir. C'est pas toujours le cas, mais les parents débarquent. Et les parents, qui sont pas au courant cette année-là, disent, mais qu'est-ce qui se passe là? On nous a parlé de briques et de ciment. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que, par exemple, on avait amené une balle de golf et une balle de ping-pong, et puis on dit laquelle va tomber la plus vite. Bon, et en fait, elles ont à peu près la même forme, elles tombent. Voilà. Et donc les gamins, une fois qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils font le soir? Papa, dis donc, qu'est-ce qui tombe le plus vite? Et la moitié des parents, ou les 3/4, ils tombent dans le panneau, quoi. Non, c'est la boule de bowling qui tombe plus vite. Non, papa, t'as tout faux. Bon, voilà. Donc il se passe un truc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exploration de la connaissance, c'est pas nous qui la construisons. Nous la construisons en fonction de l'appétence qu'ils ont et des questions qu'ils posent. Donc ils sont coproducteurs du truc. Et ça, c'est hyper important, parce que, en fait, d'une certaine manière, on revient un peu, alors qu'on ne les connaissait pas à l'époque, à des principes un peu de l'école mutuelle, c'est-à-dire où on est dans une connaissance qui circule en réseau, qui remonte, etc. Dans l'école mutuelle, la motivation des enfants, c'est de progresser pour prendre la place du moniteur qui va faire la leçon aux autres. Il y a une motivation comme ça. Et là, on est dans une motivation de j'ai posé une question,
attendre l'atelier suivant, c'est-à-dire une semaine, pour certains, c'est difficile. Ils demandent à leurs parents, donc les parents expliquent, et la construction du temps, les jours de la semaine, etc., ça, c'est... Voilà, ils ont bien compris que c'était... à l'époque, on faisait le cours le mercredi, donc voilà, l'atelier, c'était le mercredi, ils attendaient le mercredi avec impatience. Et en fait, on a la première année, jours. on était 3, il faut le citer, parce qu'il y a Nicolas Ricci qui était avec nous. Et un jour, j'ai discuté avec Nicolas Ricci, il m'a dit, je comprends ce que vit Mike Jagger. Parce qu'en fait, quand Nicolas arrive à l'école, il y a tous les enfants qui font « Nicolas, Nicolas, Nicolas ». Voilà. Alors... Nicolas est un doctorant des mines, qui a fait lui-même le master MTI, étudiant à Normal Sup Saclay, et qui fait une thèse sur les innovations industrie culturelle. Voilà. Alors, juste, donc ça c'est la première année, parce qu'après on a les autres, mais on ne va pas vous parler des autres, parce qu'enfin on en parlera dans les questions si vous voulez. La première année, voilà ce qui se passe. Il se passe que on travaille donc sur des connaissances. On n'a pas tout traduit, parce que comme on avait fait nos exposés en anglais et qu'on est feignant, on n'a pas tout traduit. En fait, on va avoir tout ce travail, et là vous voyez quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je déteste parler assis, ça va aller pour le micro. En fait, ce qui se passe là, c'est que on va explorer des tonnes de connaissances, mais des choses ahurissantes, des choses où c'est pas possible que les enfants. D'ailleurs, c'est cette année-là, je crois, qu'avec Albert, on est parti à Cargèse, c'est ça? C'est cette année ou l'année suivante? C'est l'année suivante, puisque c'est à Cargèse que... L'année suivante, on part avec Albert à Cargèse pour les 60 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, Institut d'études scientifiques de Cargèse, qui se trouve être à Cargèse. Et c'est là que jusqu'à présent, on a fait notre séminaire annuel du CERN de l'innovation. Et donc, ils réunissent pour les 60 ans tous les grands savants, enfin tous, pas tous, mais énormément de grands savants, physiciens, mathématiciens, etc. Et ils nous avaient demandé de faire un petit atelier d'innovation, de conception innovante sur l'avenir de Cargèse. Et entre-temps, moi, j'avais personne pour l'atelier, donc je dis aux enfants, désolé, mais Dominique n'est pas là, il est avec des savants, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a une petite fille qui me dit, non, ça c'est une blague. En fait, les savants, c'est nous. Voilà. Donc c'est quand même... Donc il y a une confiance en soi qui se construit, fille ou garçon. Donc, en fait, dans la première année, donc sur les petits cochons, on leur a introduit cet opérateur du SI et on leur a donné un exemple. On leur a dit, mais ça pourrait être ailleurs. Voilà. Si vous voulez construire une autre histoire, ça pourrait peut-être se passer ailleurs. Donc en fait, la seule chose qu'on leur donne, c'est ça. Donc on leur donne cette piste-là pour aller vers le ailleurs. Tout le reste, c'est eux qui l'ont inventé. Donc ils ont dit, oui, mais ça pourrait être ailleurs. Donc sur une autre planète, sur notre planète, sur une autre planète, sous la mer, sur la Terre, dans la ville. Ils vivent dans la ville. Hein. Donc pour eux, la ville, c'est la cité d'ailleurs. Hein. Dans la campagne, dans l'espace, etc. Et puis, ça pourrait être à une autre période, alors au temps des dinosaures, au Moyen-Âge. Génial le Moyen-Âge, parce qu'on avait dit au temps des chevaliers, mais qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Parce qu'il y a eu un gros débat entre eux, mais au temps des chevaliers et des princesses. Voilà. Bon. Et donc, on voit que le truc se met en rang. Et puis, à un moment donné, ils disent, puis, en Égypte. Voilà. Bon. Et donc, ici, vous voyez... ils ont écrit des histoires, on va vous en montrer une, ils ont écrit des histoires, alors sous la mer par exemple, dans l'espace, au temps des dinosaures, au Moyen-Âge, etc. Et puis, il y a un sujet sur lequel ils n'ont pas réussi à écrire d'histoire, c'est au temps des Égyptiens. Là, ils se sont trouvés un peu... Et là, on leur dit, mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Et qu'est-ce qu'ils répondent? Parce qu'on manque de connaissance. C'est-à-dire que les mômes ont compris à quoi sert la connaissance et qu'est-ce qui se passe quand on manque de connaissance. Et donc, en fait, on n'a pas eu le temps, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire une séance ou deux entières sur les Égyptiens et ils auraient pu écrire une histoire. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et en fait, on voit qu'ils sont dans cette... Ils sont expansifs, quoi. Expansifs au sens de la théorie CK.
Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, puisque je me suis inscrite au soutien 6e. Et je me suis dit que j'allais partir aussi faire du CK, soutien en français. Oui, c'est pas très clair. Pourquoi ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouveau programme qui permet aux professeurs des écoles de faire du soutien en 6e. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc je fais un cours de soutien en français au 6e. Et je me suis dit que j'allais travailler le CK, puisque de toute façon c'était du soutien, que j'avais des élèves en difficulté, qu'il fallait quand même se faire un pas de côté pour ces enfants. Voilà. On travaille sur Ulysse. Et voilà, même chose, on a lu le texte, on a travaillé un peu sur les personnages, on a fait des ateliers de créativité. Ils ont commencé à écrire et donc là, je leur avais dit, et si Ulysse avait d'autres aventures dans son Odyssée. Déjà, ils m'ont dit, il y a un groupe. Alors, je les fais travailler en groupe parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler en groupe à l'école. Et il y a un groupe qui a choisi de faire rencontrer Ulysse et Einstein. Bon. Et puis dans ce groupe, il y a, quand je leur ai demandé, donc c'était il y a 15 jours, d'écrire le texte, de commencer à écrire une histoire, hein, puisqu'il faut qu'on rédige. Là, il y a un garçon du groupe qui a dit « Ah ouais, mais moi, en fait, je ne connais pas Einstein. Donc je peux pas écrire. » Et un autre a dit « Mais si, il est allemand. » Voilà, enfin bon, la chose s'est enclenchée. Mais sans connaissance, voilà, il ne pouvait pas y avoir d'histoire sur cette réécriture. Par contre, ils ont inventé le dieu des mathématiques et il y a une histoire qui raconte une sorte de battle entre le dieu des mathématiques et Einstein. Et ça, je peux vous dire, bon, il y a quelques fautes de français, quelques fautes d'orthographe. C'est le but pour travailler. Mais bon, c'est quand même assez redoutable. Alors, ils ont écrit plein d'histoires. Alors, la première année, on travaillait sur le conte. Ils ont réécrit des contes. C'est un exercice assez classique à l'école, mais ils ont écrit plein d'histoires. La deuxième année, ils ont travaillé sur la forme du conte. On va vous montrer quelques résultats tout à l'heure. Sur le conte, moi, il y en a un. J'avais un petit... donc, on les met en groupe. Hein, on les met en groupe. 5-6. Et puis, on les cornaque. Enfin, on est là, on écoute ce qui se dit. Et là, vous voyez juste un des groupes auxquels j'ai eu affaire, mais moi, je m'en suis jamais remis ces 20 minutes-là, je m'en suis jamais remis. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'eux, ils devaient travailler si ça se passait ailleurs et dans l'espace. Bon, très bien. Ça devait peut-être être, je ne sais pas si c'est quand Thomas Pesquet tournait encore là-haut, je ne sais plus. Non, pas encore. Bon, mais enfin, ça les préoccupait quand même. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont entre eux, ils discutent, ils échangent, etc. Et puis, nous, on prend des post-it, puis ils nous dictent ce qu'ils veulent qu'on écrive sur l'histoire. Donc, bon. C'est l'exercice qu'on appelle dicter à l'adulte dans le jargon éducation nationale. Donc, à droite, vous voyez quelques échantillons de ma très mauvaise écriture qui m'a valu des sarcasmes de l'enseignante. Et de l'autre côté, c'est quoi ? C'est un des mômes qui me dit « Mais Dominique, je peux prendre des post-it aussi ?» Je lui dis, oui, vas-y. Et vous voyez ce qu'il fait ? Il est en train d'illustrer les 3 petits cochons dans l'espace. D'accord ? Donc en fait, on voit les petits cochons avec leur scaphandre, on voit la fusée, on voit le loup. Vous voyez le loup avec son grand bec et ses dents, là, enfin bon, son grand bec, sa grande gueule et ses dents. Ouais. Voilà. Et là, moi je me trouve avec des gamins qui sont en train de raconter une histoire et un mouflé qui est en train de dessiner le comics, quoi. C'est incroyable. Voilà. Bon, alors l'histoire, elle est super marrante. Elle est super marrante en plus parce qu'en fait, ils font un truc qui est assez inattendu. Ils font un double « et si ». C'est « et si ça se passait dans l'espace » et si le loup était gentil. Alors on ne peut pas vous les montrer, mais on a les vidéos des interviews des enfants. Et les deux des enfants du groupe qui racontent « et si le loup était gentil », c'est à mourir de rire, quoi. Et donc effectivement, à la fin, il va les inviter à dîner au restaurant. Donc voilà des choses qui sont en train de... Ah oui, alors, il était une fois 3 petits cochons astronautes. L'agence spatiale de la Terre a décidé de les envoyer en mission dans l'espace. Leur mission est de trouver le grand méchant loup dans l'espace.
Ils s'entraînent sur Terre, ils partent dans la fusée avec de l'oxygène, ils portent des combinaisons spéciales. Le voyage se passe bien. Sur une autre planète, un loup est envoyé dans l'espace pour chercher les petits cochons. Il doit aussi monter dans sa fusée après s'être entraîné, mais il a un accident. La fusée du loup est cassée, il est en danger, mais les petits cochons arrivent et sauvent le loup. Ils reviennent sur Terre avec le loup, qui deviennent très gentils et les invitent à dîner. Bon, c'est merveilleux. Voilà. Et donc, quand on parlait tout à l'heure avant la séquence d'évaluation, le seul mécanisme d'évaluation qu'on a à disposition, c'est de faire dessiner les enfants. C'est-à-dire qu'après chaque séquence, on demande aux enfants de dessiner des choses. Voilà. Sur le temps qui n'est pas l'atelier, on a d'autres modes d'évaluation éducation nationale, hein, mais sur le projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait dessiner les enfants. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce projet, en fait, le groupe porte les plus performants, donc ceux qui en général s'ennuient en classe, et puis les plus fragiles et les plus faibles. Voilà. Alors là, on vous montre 3 dessins d'un enfant qui est porteur de handicap. Il a des troubles autistiques, ces troubles sont reconnus, il est accompagné, donc il a une aide humaine, donc il y a un dossier à la maison du handicap, etc. C'est pas juste une vue de l'esprit, hein. Donc cet enfant qui participe, au fur et à mesure, il va être de plus en plus porté par le groupe et il va progresser de façon phénoménale. Au mois de mars, quand on lui dit de dessiner, on lui propose de dessiner le meilleur, le moment qu'il préfère dans l'histoire. Voilà, on a 3 petites maisons. Bon. Début juin, on a fait cette sortie des maisons extraordinaires. Donc, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il transcrit quand même ce qu'il a vu. Des maisons extraordinaires, c'est des maisons, c'est un ancien lotissement le long du parc de Sceaux où il y a eu des architectes qui ont développé cette zone. Et il y a des maisons faites par des architectes incroyables. Celle-là ici, c'est une maison qui a été conçue par Malé Stevens. Et à la fin, fin juin, voilà, un enfant qui a des troubles autistiques, donc qui est a priori dans sa bulle et qui a du mal à s'ouvrir aux autres. Il y a un papillon. Oui, tu montres. Il y a un papillon. Donc ça, c'était la marque de fabrique d'un autre enfant qui faisait toujours son papillon sur son dessin. Donc il a chippé le papillon du copain. Il est en capacité de faire des bons hommes. Et vous voyez que le dessin, la feuille est quand même beaucoup plus remplie. Il y a une histoire, etc. Et vous voyez le filet à papillon ici, hein. C'est qu'il a dessiné un petit bonhomme qui a visiblement un filet à papillon pour attraper le papillon. Voilà. Et en toute fin d'année, cet enfant prend la parole en grand groupe pour expliquer, parce que je voulais leur montrer un dessin animé, j'avais pas la télécommande, les piles étaient... je dis, j'ai pas eu le temps d'acheter des piles, etc. Et là, lui, il prend la parole et il me dit, tu sais, j'ai des piles chez moi, je vais les apporter. Bon, voilà, c'était un enfant qui avait, en début d'année, qui avait du mal à s'asseoir dans ce groupe. Hein. Voilà, pour donner la... Oui, c'est bon. Ouais, ouais. On va... Ouais. On a montré... Alors, on a fait un petit jury avec les psychologues, d'anciens enseignants, et on a... Parce que la première année, on nous a beaucoup cassé les pieds sur l'évaluation, hein, c'est clair. Donc on a mis en place quelques petits accrochages d'ailleurs avec quelques universitaires. Mais donc on a mis en place un système où on a fait un jury. Et quand on a montré ça à un certain nombre de gens, notamment des gens qui travaillent avec le handicap, ils nous ont dit ça, c'est... En quelques mois, une progression de 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Avec un enfant en grande difficulté. Alors les résultats... L'éducation ne doit pas se limiter à la transmission de connaissances, mais doit développer les compétences sociales
émotionnel et créatif de l'enfant. Célestin Freinet. Alors Freinet, c'est un enseignant qui a fait des choses extraordinaires. Quand les élèves du MTI ont fait la cours d'école du futur, le cahier des charges que je leur avais fourni, c'était la cour d'école vue par Freinet. C'était ahurissant. C'était une modernité absolument incroyable. Moi, je changerais juste les compétences par les capacités. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai rien à renier dans cette phrase-là. On a une liste de résultats à vous donner. Je vais vous parler du premier qui n'est pas sur la liste. C'est que tout le monde est en joie. Voilà, en joie d'enseigner, en joie d'apprendre, en joie de partager. Voilà, c'est important en ce moment. C'est important. Les enfants sont motivés pour venir. Il y a une vraie appétence. Alors, avec cette façon de faire, on peut faire des leçons longues, complexes, et puis on a des longs moments de discussion. On a pris des bases de travail littéraires avec les contes, mais bon, Ulysse, c'est autre chose. On a travaillé aussi sur le vivant, non-vivant, donc on peut partir de documentaires. On a abordé des sujets extrêmement variés en sciences. Voilà, physique, biologie, chimie, mathématiques, géologie, écologie. Bon, on peut vous donner les détails, mais c'est beaucoup. Moi, j'étais un peu frustrée de ne faire que des sciences, même si les sciences, c'est un peu exceptionnel à l'école maternelle, un peu. On a développé la même chose avec des rencontres artistiques étonnantes. Basquiat, peut-être que tu peux montrer les tableaux. On va les montrer tout à l'heure parce que c'est le. On leur a fait écouter du rap, Big Flo et Oli, ça va beaucoup trop vite. On vous invite à écouter cette chanson. On a travaillé avec une chanteuse africaine qui est sur toutes les plateformes maintenant, mais à l'époque elle n'était pas encore. On a fait beaucoup de manipulations, trier des matériaux pour le premier projet. On a trié des pierres pour le petit pousset. On a fait du pain, voilà. On a fait aussi, pour l'an dernier, on a fait la dissection de l'appareil reproducteur de la tulipe. Bon, bah voilà, il y a des mamans qui étaient ravies, des mamans de toute confession qui sont venues nous dire « ouais, c'est super », etc. On a utilisé le plus d'outils différents, hein, des vidéos, des livres, des films, des expériences, des dessins, des objets. Ils ont monté, par exemple, des molécules où il y a des... Ça fait comme des Legos, donc moi je me suis dit, c'est comme des Legos, hein, les molécules, il y a des tiges, il y a des petites boules, ils font... pourquoi pas, hein, ils ont compris ce que c'était que les molécules, ça fonctionne comme les Legos, et ça a fonctionné. Et ils ont compris pourquoi le diamant, c'est beaucoup plus dur que la mine de crayon. Parce qu'en fait, ils n'ont pas construit les molécules, on les a construits avec eux. Et en fait, non, le diamant, comme c'est assez complexe, mais le diamant, il est fixe. Ouais. Alors que le graphite, il bouge, donc je l'avais juste attaché avec des élastiques et ça bouge. Donc, et comme le graphite, c'est le crayon qu'ils utilisent tous les jours, et voilà, ça imprime. On a utilisé l'espace de la classe de façon adaptée. On a fait des sorties avec des enfants qui étaient toujours super motivés dans des musées, l'Exploradome, le musée de minéralogie de l'école des mines, les parcs et jardins. Il y a des productions qui sont très très originales. Je vais vous en montrer une. Toujours dans le respect des programmes de l'éducation nationale, parce que ça, c'était mon travail, de reconstruire le travail pour avoir les attendus de l'éducation nationale, mais en conformité, je dirais, avec le CK. Donc, action collective et normes de gestion, on peut dire ça comme ça, peut-être ? Parce que les programmes, c'est une forme de norme de gestion.
et une action collective qui est dans... Alors, les résultats, ils sont aujourd'hui... il y a des résultats immédiats et des résultats à plus long terme, parce qu'en fait, maintenant, il y a des enfants qui ont fait cet exercice il y a 3-4 ans. Leurs évaluations à l'école primaire sont absolument incroyables. C'est-à-dire que ces enfants sont tous très largement au-dessus de la moyenne de leurs collègues qui sont dans l'école primaire où ils sont. Donc ces résultats, ils sont tangibles et mesurables. Il y a un phénomène incroyable qui est... en fait, ils veulent savoir lire, et à la fin de l'année, d'ailleurs, beaucoup sont vraiment dans la lecture et une sorte de frénésie de lecture, de savoir lire, parce qu'ils ont compris que savoir lire, ça leur donne de la connaissance, et que la connaissance, ça leur donne finalement la possibilité d'explorer, etc. Et de comprendre le monde qui les entoure, parce que ça les travaille énormément. Ouais. C'est l'âge où ils veulent comprendre. Alors la créativité, les enfants sont créatifs, je dirais oui, ok, d'accord. Non, là ils sont pas créatifs, c'est des réactions atomiques de créativité. Enfin, c'est absolument incroyable. Ils reviennent, ils vous amènent des choses. Ils reviennent, ils vous ramènent des connaissances. Les parents disent, oh là là, qu'est-ce qui m'a cassé les pieds pendant les vacances l'an dernier. Comme on travaillait sur sauver la planète, il a fallu nettoyer la plage. On est parti avec des sacs poubelles nettoyer la plage. Enfin, voilà, ils sont en train donc c'est très intéressant. Un phénomène incroyable, c'est l'empathie. C'est-à-dire, on dit on va faire des formations à l'empathie, etc. Mais ces enfants, ils ont une solidarité, ils ont une empathie, mais y compris pour les adultes. Et puis, cette joie, quoi. C'est-à-dire que les enfants, ils viennent à l'école, et c'est incroyable, parce que moi, j'y vais le jeudi matin, donc j'y vais qu'une demi-journée, et ils sont en attente, quoi. Moi, je les croise dans la cité, je les croise dans la ville, quoi. Je les croise dans la rue commerçante, quoi. Ils nous interpellent. Ils nous interpellent. Enfin bon, et donc il y a une relation qui est une relation extrêmement intéressante. Et donc pour conclure, et on va juste vous montrer quelques résultats. La citation de Kipling fait sens, quoi. C'est la force de la meute est dans le loup, la force du loup est dans la meute. En fait, il y a un côté un peu constitution d'une sorte de collectif qui est d'une puissance incroyable. Ils s'entraident, mais c'est incroyable comme ils s'entraident, et ça continue. Quand ils sont en CE1 là aujourd'hui ou CE2 même, les gamins qui ont été dans cette construction de sorte d'aventure, ils sont toujours en train de s'entraider, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc vraiment, ça catalyse une action collective positive, vertueuse. C'est vraiment une pédagogie qui est fondée sur l'exploration, sur vraiment le désir de partager et de faire ensemble. C'est vraiment une façon de raisonner autrement, d'aborder les choses, de comprendre d'ailleurs qu'il n'y a pas que la résolution de problèmes, il y a aussi la capacité d'explorer d'autres espaces et pour apprendre autrement. Et aujourd'hui, nous on dit maintenant osons, quoi. Alors, on a rencontré la ministre à l'éducation prioritaire il y a 3 ans, qui a trouvé ça très bien. On a rencontré le directeur académique, on a rencontré plein de gens. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour aller plus loin. Mais ça, on y réfléchit et on pourra vous en parler. Et pour conclure, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. On voulait vous montrer, alors on va trimballer. Tu les avais déjà vus, toi, non? Jamais. On voulait vous montrer ce que les enfants ont produit l'an dernier, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, avec le petit Pousset. Voilà. Donc, comme on a travaillé au-delà de la réécriture du conte, on leur avait demandé sous quelle forme on pouvait raconter cette histoire du petit Pousset. Donc, on a eu plein de propositions, des chansons, des vidéos TikTok, parce qu'il faut pas les prendre pour des buses, même s'ils ont 5 ans, ils savent utiliser un téléphone portable. Des pièces de théâtre, des danses, bon. Voilà. Et des tableaux. Voilà. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait... on a fait une leçon sur Basquiat,
Là, c'est la seule leçon où j'ai dit à Dominique, le lendemain, je lui ai dit, écoute, non, ils n'ont rien compris, laisse tomber. Là, on a un flop. Ouais, c'est raté. Bon. Et en fait, ils ont mis plus de temps. Ouais. Ils ont mis plus de temps à intégrer. On a fait un petit musée Basquiat dans la classe, donc on leur a mis des trucs. Voilà. On a mis copie d'un tableau de Basquiat qui s'appelle Hollywood African, et on l'a laissé traîner dans la classe. Et puis voilà, puis on a commencé à voir que ça percolait. Et à un moment donné, on a dit, les tableaux là, ce serait peut-être bien les tableaux que vous disiez celui que vous préférez. Enfin, bon, voilà. Et puis après voilà. On a mis des toiles au fond de la classe et on leur a demandé, ils ont dit on va raconter l'histoire en tableau. Alors, je vais vous les montrer. Ça c'est le premier tableau à Basquiat, donc ils ont fait des couronnes, ils ont fait des trucs. Peut-être ça tiendrait sur leur... Oui, je pense. Je vais enlever celui-là. Ah non, parce qu'il y a le crochet. Non, j'ai rien vu. Non. Mais... Bon, voilà. Bon, et donc ça, c'est le premier tableau où en fait, c'est le début de l'histoire. C'est quand même une histoire sordide, cette affaire. Voilà, alors un fond noir, et puis vous voyez, ils ont repris les codes de Basquiat, ils ont tous écrit leur nom avec les façons d'écrire de Basquiat, et on leur avait mis les codes au beau que Basquiat utilise et tout. Donc ils en ont réutilisé. Ils ont d'eux-mêmes fait la décomposition du set avec les dés, avec des chiffres. Ça, c'est eux qui font. Et ils ont fait en libre service, c'est-à-dire que les tableaux sont au fond de la classe, et quand ils ont envie, ils se lèvent et ils vont faire un truc. Quand ils ont fini le travail, c'est pas... Voilà. Bon, le deuxième, c'est celui-là. Le deuxième, on va le mettre là. Celui-là, c'est... Alors là, ça, c'est magnifique. Comme ça, et puis après, on va se poser. Celui-là, c'est... Voilà. Donc, vous voyez l'ogre, d'accord. Donc, les couronnes, l'ocre... Les filles, le petit poussé, 7 parce qu'ils sont 7. Après, j'ai laissé traîner des images, donc après ils choisissent quoi. Voilà. Et puis tourné un peu par là parce que je pense voilà. Et alors là, ce qui est super marrant, c'est qu'en fait on se rend compte qu'ils sont extrêmement troublés par la femme de l'ogre, qui a quand même un rôle terrible. Ils ont un peu d'empathie pour elle, mais en même temps ils lui ont fait une robe grise et très chiffonnée. Parce que, quand même. Voilà. Et donc, ça c'est le troisième. Le troisième, il est ici, c'est que l'histoire, elle se termine mieux. Donc, vous voyez, déjà, ils choisissent des couleurs un peu plus lumineuses, etc. Et en fait, ça se termine mieux. Donc, on voit le petit poussé. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous la relirez. Mais à la fin, le petit poussé va trouver un vrai job, quoi. Hein, bon, et là on voit la botte de 7 lieues, on voit tout ça, voilà. Et donc des trucs comme ça, ils vous en créent, mais de façon incroyable. Alors, il faut savoir que ces 3 tableaux ont particulièrement ému le maire de Sceaux, qui les a exposés à la mairie, en disant, voilà. Et donc, ils ont créé plein de choses. Ici, ils ont décidé qu'ils allaient faire, oui, ça c'est un moment fabuleux, de l'école. Ils disent, on va faire une BD. Bon, okay. Dans une autre forme de restitution du conte, ils veulent faire une BD parce que, en fait, ils lisent pas, mais ils voient bien que leurs grands frères, grandes sœurs lisent des BD et que, voilà, ça les travaille. Ils voudraient faire ça. Donc ils vont faire une BD. On a dit... Le problème, mais comment on fait une BD? Ah, mais moi, je sais, mon papa, il sait, il peut venir nous expliquer comment on va faire une BD. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une relation avec mon papa, mais on l'a eu sur d'autres sujets, hein. Il y a des parents qui sont venus raconter je crois que c'était le petit poussé en vietnamien, génial. Alors, il y a un catalan qui vient raconter, et il y a un enfant qui nous explique. Le conte, on l'a écouté en catalan. Bon, catalan, on l'a eu en arabe littéraire. Ouais, arabe littéraire, il y a un journaliste libanais dans l'école. Et donc, ils ont un cours de BD. Donc les BD, les onomatopées, les machins, les trucs, et ils ont fait une BD. Voilà. Ça, c'est vraiment... personne ne leur tient la main là, dans cette affaire.
Et puis après, il faut choisir la couverture. Alors là, donc là, il y a un débat, donc ils vont voter pour choisir une vote. couverture. Alors, ils adorent le vote. Là. Ouais, Voilà, ils découvrent le vote. Voilà. Bon. Alors, des réalisations comme ça, il y en a plein. Alors, si on avait tout amené comme on avait à Cerisy, je pense qu'on aurait amené une voiture, mais voilà. Donc, voilà le résultat. Et puis, je vais vous dire merci pour votre écoute. Et merci. leur dire merci à eux.